Et on est toujours au Salon du Bourget pour cette émission spéciale de Good Morning Business. Ce matin, on sera là encore demain matin dans ce salon où il faut dire il y a beaucoup de monde. On est avec Marwan Laoud, bonjour, président de Tikeo Private Equity, ancien président du GIFAS. On le disait, c'est très compliqué, on le disait en rigolant, d'arriver à ce salon ce matin. 4 ans qu'il n'y en a pas eu, c'est un événement pour toute l'industrie aéronautique. Tout le monde est là en fait. C'est une vraie renaissance. Évidemment, 2021 a été une année sans salon. Il n'y a pas eu d'interruption du salon du Bourget autrement que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le fait de renouer avec les habitudes a attiré beaucoup de monde, tout en étant un salon complètement nouveau, complètement changé. C'est formidable. Je suis presque ému d'être là, moi. Eh ben, on va vous garder évidemment avec nous pendant une demi-heure, Marwan Laoud. On va accueillir Thierry Breton, le commissaire européen qui est avec nous ce matin, qui vient d'arriver. Et on va évidemment Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Je vous laisse vous asseoir et prendre votre place. Allez-y, on disait. On va évidemment parler avec vous de ce rendez-vous fantastique pour l'industrie européenne, l'industrie aéronautique, l'industrie de défense. On sait que ce sont des sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur, notamment le sujet de la décarbonation. Parce qu'évidemment, on fait la fête là. Il y a 40 000 avions qui vont être construits dans les 20 prochaines années. Mais il ne faut pas que ce soit des avions qui émettent autant de CO2 qu'avant, sinon ça ne va pas le faire. Thierry Breton, comment on décarbone cette industrie ? Bonjour d'abord. Bonjour. Très heureux d'être sur votre plateau ce matin. On va avoir une journée très importante. Le président de la République va venir ici. Donc beaucoup d'événements pour cette industrie. Et oui, vous avez raison. Ce salon, il vient à point nommé parce que, vous l'avez rappelé, toutes nos industries, et pas uniquement celles du transport, en particulier du transport aérien, sont engagées dans ce processus de décarbonation. Alors décarbonation, ça ne veut pas dire zéro CO2 tout de suite. On s'est fixé un objectif, 2050. Et moi, mon rôle en tant que commissaire au marché intérieur, c'est-à-dire aux industries, c'est que pour chacune d'entre elles, il y ait des chemins acceptables vers cette décarbonation. Alors, pour l'industrie aérienne, il y a effectivement déjà des projets d'avions totalement zéro carbone, zéro émission. Électrico-hydrogène, par exemple, un jour. Électrico-hydrogène. J'ai lancé l'année dernière l'Alliance des avions de l'aviation zéro émission. Nous aurons tout à l'heure notre première assemblée générale, un an après. Donc on a des assemblées générales tous les ans. Et donc là, c'est tous les acteurs qui sont engagés dans cette transition. Et effectivement, vous l'avez rappelé, c'est de l'hydrogène et c'est évidemment de l'électrique. Mais évidemment, il y a tout le reste. Alors tout le reste, c'est 5-6%, Christophe Jacobizine, à peu près, des émissions de CO2. Alors certains disent que c'est pas beaucoup. Alors j'en entends du reste qui disent, on pourrait diviser par 2 le nombre de passagers. On pourrait du reste dire à la jeunesse que elle réduise, par exemple. Bon, c'est pas du tout, vous l'avez compris, la logique dans laquelle nous sommes. On est au contraire sur un parcours de transition avec un certain nombre d'éléments. Le président de la République, du reste, a fait des annonces très importantes vendredi. Oui. Je dirais qu'on les poursuit, on les élargit au niveau européen pour avoir des avions évidemment plus légers. Ça peut être 20-25% de consommation en moins. Des moteurs évidemment beaucoup plus performants. Et puis aussi les carburants plus propres sur lesquels nous travaillons. Et enfin, une mobilisation de l'accompagnement de l'industrie financière, de la finance, qui va donc avoir, parce qu'on sait très bien que tout ça va coûter très cher, il va falloir beaucoup de moyens. Donc on veut aussi avoir des labels verts, y compris pour ceux qui vont décarboner progressivement. Voilà, donc toute la filière est en route. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que, alors nous, on n'est surtout pas, et je le redis quand même très clairement, sur l'absurdité des quotas. Nous, on croit en la technologie, on croit en la science, et on est sûr que parce qu'on s'est fixé ces objectifs, le progrès, et on le voit ici, va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Justement, vous dites on est en période de transition, il faut faire évoluer l'ensemble de la filière. Il a fallu se battre pour l'intégrer dans la taxonomie européenne. Il y a eu des annonces en fin de semaine dernière. C'était essentiel. Oui, c'était essentiel et j'ai mené ce combat. Et vous avez raison, parce qu'au début, je vais vous le dire tout de go. C'est pas facile. Non, mais non seulement ça, mais la filière aviation n'était pas dans la filière. Ouais.
dans la taxonomie. C'est-à-dire que quels que soient les efforts qu'elle faisait, C'est une aberration. Et il faut montrer. Vous savez, on est dans un moment où il faut engager tout le monde dans cette transition et surtout pas d'idéologie. Surtout pas d'idéologie. Donc voilà. Le transport aérien, c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel pour notre vie, pour nos vies. Et donc, là encore, ne blâmons personne. Regardez, par exemple, on parle beaucoup du chemin de fer. C'est formidable, effectivement. Enfin, il faut faire des tunnels pour faire des chemins de fer. Vous voyez à quoi je fais référence? Ça ne plaît pas non plus aux écoles. Voilà. Donc, si vous voulez, à un moment, raison garder. On a cet objectif. On va y arriver. Mais c'est pas en se désignant les uns les autres qu'on va y arriver. C'est en travaillant ensemble, avec, encore une fois, je le redis, l'innovation, le progrès, de façon déterminée. Et oui, on y arrivera. Alors, est-ce qu'on va assez vite? Parce qu'en face de nous, il y a les Américains. Il y a 400 entreprises et États américains qui sont présents sur le Salon du Bourget cette année. Ils arrivent en force, les Américains, évidemment, dans le domaine des carburants décarbonés, par exemple. Comment on fait pour être aussi compétitif que... Aujourd'hui, ça coûte 4 à 5 fois moins cher d'acheter du e-carburant ou de l'agrocarburant aux États-Unis qu'en Europe. Eux, ils subventionnent sans aucun scrupule les carburants verts. Non mais, Christophe de Cominine, vous n'allez pas me relancer sur l'IRA. Bah si. Voilà. Donc, on en a déjà abondamment parlé. Ah oui, mais c'est pas fini. Depuis, on voit plein d'entreprises qui sur le plateau disent qu'elles vont ouvrir une usine aux États-Unis pour tirer profit de l'IRA. De toute façon, là-dessus, alors il y a deux façons de voir les choses. D'abord, on est sur un combat mondial pour la décarbonation. Ouais. Et moi, je le dis, à partir du moment où les Américains, enfin, parce que les Américains fassent du e-fuel. Quand on voit la façon dont ils se comportaient, notamment avec les énergies fossiles, il n'y avait pas un respect immense, on va dire, pour l'environnement, la planète. Encore aujourd'hui avec le gaz de schiste. Non, mais je le dis, oui, mais on en a bien profité. Hein. Je le dis encore une fois sans désigner personne. Mais donc voilà. Donc le fait que maintenant, ils mettent de l'argent pour faire les innovations, bon, ça bénéficie à la planète. Donc il faut quand même le dire. Maintenant, nous avons évidemment une carte immense à jouer. On a proposé, on a mis sur la table notre solution, qui est une solution européenne pour l'IRA, ça s'appelle le NetZIA, vous savez, hein, donc notre nouvelle législation qui va permettre d'accompagner également l'ensemble des industries qui travaillent à la décarbonation de façon similaire à l'IRA. Voilà, donc on y est. Mais vous savez, les besoins sont absolument gigantesques. On le sait, on ne pourra pas gagner ce combat tout seul, ni nous, Européens, qui représentons 4, 5, 6% de la population de la planète, ni les Américains. Il faut vraiment se mettre ensemble. Moi, je me réjouis évidemment qu'il y ait tant de présence aujourd'hui sur ce salon. C'est eux qui viennent chez nous, c'est pas l'inverse. Voilà, donc c'est très bien. Mais croyez-moi, on donnera les moyens précisément à nos industries de continuer à opérer. Et moi, ce que je veux évidemment, à être sur le territoire européen, parce que derrière tout ça, évidemment, il y a des emplois. Et derrière tout ça, il y a une question de souveraineté, parce qu'en fait, l'accès au e-carburant pour l'ensemble de la filière européenne aéronautique, c'est une question de souveraineté. On a besoin de créer une filière qui va produire suffisamment. Bien sûr, c'est une question, vous avez parfaitement raison, c'est une question de souveraineté, d'autonomie. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ces alliances. Et par parenthèse, on réfléchit aussi avec ma collègue Valéane, qui est en charge des transports, à avoir aussi une logique donc de refueling dans cette nouvelle perspective des combustibles décarbonés. Voilà, on va le faire, j'ai absolument aucun doute. Votre combat, c'est aussi la souveraineté industrielle. Oui. On voit ici, notamment dans le contexte de la guerre de la Russie en Ukraine, beaucoup de matériel américain, notamment des drones, mais pas seulement. On attend toujours aussi un accord complet en Europe sur le système aérien du futur, le SCAF. Est-ce qu'il y aura les Belges ou pas? Est-ce que Dassault et Airbus ont aplani toutes leurs difficultés? C'est toujours compliqué en Europe d'être ensemble pour des grands projets. Oui, l'Europe de la défense, elle est en marche. C'est effectivement compliqué parce qu'on le sait, la défense, ça fait partie évidemment de la souveraineté des États membres. Et tout mon travail à moi, qui suis commissaire aussi en charge des affaires de défense et des industries de défense, entre autres, eh bien, c'est de faire travailler ensemble. Et voyez-vous, on a deux dimensions, si vous le permettez. D'abord, il y a tout ce qui concerne la recherche en amont.
Et là, le Fonds européen de défense, qui permet maintenant d'abonder très généreusement les États membres qui se mettent ensemble sur des projets communs, ça nous a permis de faire vraiment un pas de géant en matière de recherche amont. Et on va le continuer. Maintenant, c'est engagé. Et je vois vraiment que c'est vraiment un changement d'état d'esprit. Si vous permettez, comme on dit en anglais, un game changer. Mais et je le redis à vos auditeurs, en Europe, on sait tout faire en matière de défense. Tout. On a vraiment cette capacité. Le problème que nous avons, c'est d'augmenter les cadences. Parce qu'évidemment, les États membres vont dépenser maintenant, heureusement, et vous savez qu'on appelait ça de nos voeux depuis longtemps, 2% de leur PIB en défense, en industrie de défense, de façon militaire. C'est très important, c'est du reste les contraintes qui nous sont demandées par les alliés de l'OTAN, dont la quasi-totalité des États membres font partie. Et 2, il faut évidemment maintenant, il y a la guerre, vous l'avez rappelé, il y a la guerre en Ukraine. Nous nous sommes engagés à soutenir évidemment les demandes des autorités de défense ukrainiennes et on le fait. On n'a pas assez de missiles, pour on n'a pas assez de systèmes antiaériens. Que ce soit pour l'armement et que ce soit pour les munitions. Et donc, voilà, il faut augmenter ces cadences. Entre-temps, si elles ne sont pas disponibles, eh ben, on les prend ailleurs et il n'y a pas de honte à ça. Mais moi, mon objectif, mon ambition, et on va le faire, c'est d'augmenter très significativement désormais nos capacités industrielles de défense. Je le dis du reste à tous les industriels de défense. Là aussi, vous savez, on appelait ça les dividendes de la paix. Alors voilà, on a les dividendes de la paix, donc on a baissé un peu la garde. On a réussi à garder toute la technologie, ce qui est formidable en Europe. Mais maintenant, si jamais on nous dit, monsieur le commissaire, non mais les missiles c'est bien, mais je vous le livre dans 4 ans, ben, dans 4 ans, voilà, ça va pas. Donc il faut aussi, comme le dit le président de la République, que les industriels passent désormais en économie de guerre. Moi, vous savez, j'ai fait le tour d'Europe de toutes les industries de défense, toutes les usines. Je suis allé les voir une par une, pour précisément voir ce qu'il fallait faire pour augmenter ces capacités. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les industries, on a les usines, mais maintenant, il faut passer de 2 à 3 équipes, voire plus. Il faut effectivement réduire les goulets d'étranglement. Il faut créer plus de lignes. Oui, aujourd'hui, et il faut vraiment que notre industrie de défense augmente maintenant ses capacités. C'est pour moi l'objectif numéro 1. Thierry Breton, vendredi, vous avez parlé de Huawei en expliquant que vous souteniez les États qui bannissaient Huawei de leur fonctionnement. Huawei a répondu vendredi soir, si vous faites ça, 1, je vous attaque en justice, et 2, ça va vous coûter des dizaines de milliards d'euros. Qu'est-ce que vous répondez à nous avons mis en place donc on appelle la 5G Toolbox, c'est-à-dire donc des contraintes que nous imposons, que nous demandons à tous nos fournisseurs pour réduire et éliminer les fournisseurs à haut risque. Tous les États membres ont pris ces éléments de cette 5G. C'est pour la 5G, hein, attention, c'est pas général. Donc là, je corrige un tout petit peu ce que vous avez dit. C'est pas partout. C'est sur la 5G, oui, ce qui est quand même très particulier. C'est sur la 5G. Sur les équipements 5G, les États membres ont tous mis dans la loi, donc c'est trop tard, c'est déjà fait. Et je le dis en particulier à tous ceux qui se sentent concernés, c'est déjà fait. Les lois sont passées. Les lois sont passées sur la 5G. Mais il y a une dizaine de pays qui l'ont appliqué, d'autres pas encore. Et nous disons à tous les pays qui ne l'ont pas encore appliqué, d'abord nous disons que ceux qui l'ont appliqué, au regard des critères de ce qu'étaient des fournisseurs à haut risque, ont eu raison de le faire. Et pour les autres, eh bien, il est temps de le faire. Et en ce qui nous concerne, nous, institutions européennes, nous avons dit que pour les fournisseurs de télécommunications, de services de télécommunications, nous leur demandions d'appliquer également la 5G Toolbox, donc les critères sur la 5G, parce que nous sommes aussi des institutions qui traitons d'informations confidentielles et que nous ne pouvons prendre aucun risque. C'est donc exactement ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit aussi ? Je l'ai dit parce que c'est un rapport d'étape qui a été présenté par les 27 États membres unanimes, et ce sont les 27 États membres unanimes qui l'ont dit. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose sur TikTok ? C'est complètement différent. TikTok, comme vous le savez, d'abord, on va être réglementé à partir du 25 août sur les grandes plateformes, dont TikTok, évidemment, avec le DSA, donc sur les aspects donc, de comportement social dans nos réseaux sociaux. TikTok le sait. Donc là, il y a une loi qui est la loi de nos co-législateurs, qui est maintenant la loi européenne. TikTok doit s'y conformer comme d'autres, par exemple Twitter, Meta et autres. Donc ils le savent. Du reste, je vais les voir dès la fin de cette semaine en Californie pour bien m'assurer que tout le monde est prêt. Donc là, il faudra que la loi soit appliquée. En revanche, comme vous le savez, pour TikTok, de même que nous venons de le faire pour la 5G, donc encore une fois, sur les institutions européennes,
on a demandé à ce que nos fonctionnaires n'utilisent pas ces applications sur les téléphones qui leur sont fournis par les institutions pour leur travail au quotidien. Merci beaucoup Thierry Breton d'avoir été notre invité.